Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'institut qui facilite la transition vers le développement durable. Les chercheurs de l'IDRI viennent à ce micro pour nous expliquer, raconter à quoi ressemble ce chemin souvent complexe et difficile de la transition. Et il est un rendez-vous qui revient chaque année comme une saison, c'est celui des COP, ces grands messes climatiques qui ont lieu depuis pas loin de 30 ans. On se souvient de la COP de Paris en 2015, souvent évoquée comme un succès. Mais qu'est-ce qu'une COP exactement ? Quelle est leur origine ? Comment ça marche ? Et à quoi ça sert dans la lutte contre le réchauffement climatique qui s'impose à tous ? Les COP mode d'emploi, c'est un nouvel épisode des podcasts de l'IDRI avec Lola Valéjo, directrice du programme Climat à l'IDRI. C'est parti. Bonjour Lola Valéjo. Bonjour. La COP qui se réunit dans la première quinzaine de novembre à Sharm el-Cheikh en Égypte et c'est la 27e édition de ces sommets climat. COP, ce sont 3 lettres pour conférence des parties. Alors d'abord, qui sont ces parties et elles sont parties de quelle instance ? Alors, parties, c'est les parties à une convention. Dans ce cadre-là, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur les réchauffements climatiques. Et c'est une convention qui a été signée en 1992. Les parties, ce sont les pays qui ont ratifié cette convention. Ils sont à 198. Alors justement, si on remonte à l'origine, ça nous ramène il y a exactement 30 ans en arrière, à Rio, au Brésil. Effectivement, en 1992, le sommet de la Terre de Rio est un sommet qui a été marquant pour les questions environnementales. C'est là que les pays du monde ont signé la déclaration sur l'environnement et le développement. Et à la suite de cette déclaration, ils ont décidé de créer 3 conventions, donc 3 traités internationaux sur les grandes questions environnementales, celle sur le climat, dont on a déjà rapidement parlé, mais aussi d'autres conventions sœurs qui sont parfois moins médiatiques, celle sur la diversité biologique et celle sur la lutte contre la désertification. Et c'est la première fois en tout cas qu'on reconnaît l'existence d'un changement climatique d'origine humaine et qu'on donne aux pays industrialisés la responsabilité pour lutter contre ce phénomène. Oui, alors à l'époque, les connaissances scientifiques sont moins avancées qu'aujourd'hui. Par contre, on sait bien qu'il y a un problème. Alors l'objectif est plus vague. On essaye d'éviter les effets les plus dangereux du changement climatique pour la société humaine. Et on reconnaît que les pays développés vont devoir prendre le lead et agir en priorité pour faire face à ce problème. Et alors donc, cette convention sur le climat a instauré ces rendez-vous annuels des parties pour décider ensemble des moyens à mettre en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique. La première COP s'est tenue en 1995 à Berlin, alors on va en citer seulement quelques-unes qui ont marqué des tournants. Et d'abord peut-être la COP 3 à Kyoto au Japon en 1997. Oui, alors une fois qu'on a posé le cadre finalement de cette convention sur le réchauffement climatique, maintenant on se pose la question de comment est-ce qu'on organise l'action des pays pour faire face à ce problème. Donc peu après cette première COP, on conclut ce qui s'appelle le protocole de Kyoto en 1997, qui est le premier accord qui essaie d'organiser l'action et qui en fait donne aux pays industrialisés, aux pays riches, de commencer à faire des efforts. Donc c'est la première fois qu'on a un traité qui est juridiquement contraignant, qui donne des objectifs précis. Donc l'objectif, c'était de réduire de au moins 5% les émissions de gaz à effet de serre pour ces pays industrialisés sur une période assez courte, finalement, entre 2008 et 2012. Finalement, il met assez longtemps à entrer en vigueur. Oui, alors il est signé donc en 1997 et il ne rentre en vigueur que 10 ans après. Oui. La ratification était très difficile, notamment les États-Unis n'ont jamais ratifié ce protocole-là. Une autre difficulté, c'est que au moment où il entre en vigueur, les États-Unis ont refusé de ratifier, donc ça pose déjà des questions sur sa légitimité, mais aussi le premier émetteur mondial est maintenant la Chine. Donc en 2006, la Chine est devenue le premier émetteur mondial et elle n'est pas dans ce protocole-là, elle n'a aucune obligation de réduire ses émissions. Donc il a fallu trouver d'autres mécanismes pour embarquer ceux qui n'étaient pas signataires du protocole de Kyoto, c'est ça ? Oui, finalement, dès que le protocole de Kyoto est rentré en vigueur, on a tout de suite, assez vite, en fait, cherché d'autres accords qui seraient juridiquement contraignants, mais cette fois pour l'ensemble des pays, donc les pays développés, mais aussi les pays en développement. Et c'était notamment pour ça que tous les regards convergeaient assez rapidement vers 2009 et la COP 15 de Copenhague, avec l'idée qu'on allait avoir un nouvel accord où tous les pays, même ceux en développement, allaient avoir des objectifs de réduction.
Ouais, tous les regards se sont tournés, tous les espoirs, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Oui, effectivement, comme l'idée c'était finalement de répliquer le protocole de Kyoto, mais en contraignant aussi la Chine, par exemple, ça n'a pas été ce qui s'est passé à Copenhague, évidemment. En fait, ça a montré que l'équilibre des pouvoirs avait bougé et qu'en fait, c'était vraiment l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, ces grands émergents qui se regroupaient sous l'acronyme du BASIC, qui étaient finalement les nouveaux grands pays qui décidaient de ce qu'on avait le droit de faire sur cette arène climatique. Alors, on a parlé à l'époque d'échec pour évoquer la COP de Copenhague, parce qu'aucun accord universel n'a émergé de cette COP. Pour autant, vous rappelez qu'elle n'a pas du tout été inutile. Oui, effectivement, ça a montré que à la fois on ne pouvait pas répliquer cette approche de partage du fardeau, partage de l'effort, parce qu'on se mettra jamais d'accord sur une clé de répartition qui soit vue comme juste par tous. Par contre, Copenhague, elle a permis de poser certains principes qui ont été très utiles pour la suite, et notamment l'accord de Paris quelques années après. Elle a par exemple réussi à imposer l'idée que pour avoir plus d'ambition climatique, notamment des pays en développement, c'était très important d'apporter des gages de la solidarité des pays développés. Notamment, c'est là qu'a émergé la promesse de mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. C'est aussi là qu'on s'est mis d'accord sur l'idée de créer un nouveau fonds, le Fonds vert pour le climat, où les pays en développement auraient, à part égale avec les pays riches, voix au chapitre, et donc des sièges au bord de ce fonds. Et c'est là aussi qu'on a acté que tous les pays allaient soumettre des engagements volontaires sur ce qu'ils étaient prêts à faire sur le climat. Et donc ça nous amène à 2015, c'est l'accord de Paris qui est issu de la COP 21 et c'est le premier traité international universel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Oui, c'est la première fois que tous les pays, même ceux en développement, sont signataires. Donc on sort d'un monde qu'on appelait la bifurcation, où seuls les pays développés devaient agir. L'accord de Paris, il est très important parce qu'il fixe une ambition à l'action internationale sur le climat de façon plus précise qu'auparavant. Avant, on avait cette définition d'éviter le seuil dangereux sans bien le définir. Là, on parle de limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés, faire des efforts pour le maintenir à 1,5 par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc objectif affiché. Objectif de température très clair et aussi objectif d'émission très clair, parce que l'accord de Paris, c'est aussi l'engagement à ce que le monde atteigne la neutralité de tout gaz à effet de serre dans la deuxième moitié du siècle. Donc on a une sorte d'ordre de grandeur de quand est-ce qu'il faudrait réduire les émissions. Et depuis 2015, est-ce qu'on le met en œuvre, cet accord de Paris ? Alors, l'accord de Paris... L'accord de Paris, peut-être qu'il a réussi à faire, c'est à nous forcer à regarder aux objectifs de long terme et à les préciser. Mais aussi, il donne un cadre qui organise l'action des pays. Et c'est un petit peu comme si on était en bas d'un escalier. On a beaucoup à faire pour arriver à éviter les effets dangereux du réchauffement climatique. Par contre, l'accord de Paris nous donne rendez-vous tous les 5 ans pour monter une marche et pour que tous les États relèvent leurs engagements, soit parce que les technologies sont devenues moins chères, la coopération climatique a avancé. On fait le pari que dans 5 ans, on pourra prendre des engagements plus ambitieux. Et ça a un peu réussi, c'est-à-dire qu'on a déjà réussi à baisser la courbe des émissions par rapport à ce qu'elle aurait été sans l'accord de Paris, mais on n'est encore qu'au début de la marche et on est encore très loin de là où il faut aller. On sait que cet accord de Paris, il a été facilité par une bonne coopération entre les États-Unis et la Chine à l'époque, qui ont vraiment débloqué plusieurs aspects de l'accord. Aujourd'hui, ces relations, elles sont extrêmement dégradées. Et on se dit en creux que les négociations sur le climat en pâtissent. Plus globalement, on se demande, est-ce qu'elles sont vraiment utiles, ces grands-messes, ces COP ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Oui, elles sont utiles. On voit que finalement, elles ne peuvent pas tout, mais elles sont quand même un moment de catalyseur politique et elles mettent une sorte de coup de projecteur sur où en sont les États. Et ça, c'est très utile pour la pression médiatique et politique dans les pays. Avoir finalement cet échéancier très clair au niveau international, ça a notamment facilité la coopération à l'époque du premier émetteur développé, les États-Unis, et en développement, la Chine. Et encore aujourd'hui, on sait que la COP, ça continue de rythmer les engagements, même si on a souvent des déceptions et que les émissions continuent à augmenter, évidemment. Il faut rappeler qu'une COP, c'est un rassemblement de quelques 30 000 personnes pendant une dizaine de jours, mais ce ne sont pas que des diplomates. On pourrait presque dire qu'il y a plusieurs COP en même temps.
Oui, alors les COP climat, finalement, c'est un peu 2 COP en une. Il y a la COP officielle où on négocie du texte ligne à ligne, mais il y a aussi toute une sorte de foire expo du climat avec une présence de plus en plus forte de la société civile, des entreprises, des associations. Et c'est ça qui crée une dynamique très importante et finalement beaucoup plus ouverte que dans beaucoup de traités internationaux. Ça change forcément la teneur de ce qui est négocié dans les salles à côté. Et il y a une sorte d'aller-retour très intéressant entre le on, enfin, l'officiel, et le off. Les deux sont vraiment importants. Et maintenant qu'on va vraiment dans la mise en œuvre des engagements, il y en a beaucoup qui disent que ce qui se passe hors des salles de négociation est finalement le plus important. Et en plus, ça mobilise la société civile et ça informe le grand public. Et la COP 27 donc, de Sharm el-Sheikh en cette année 2022 n'est sûrement pas la plus simple, au regard des tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine, la crise énergétique, tout ça sur fond de catastrophes climatiques qui se sont multipliées. Il y a beaucoup à dire et donc cela fera l'objet d'un autre podcast. Merci beaucoup Lola Valéjo. Je rappelle que vous êtes la directrice du programme Climat de l'IDRI. Merci. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cet épisode de Cap sur la transition. Vous le retrouverez sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, sur le site de l'Institut bien sûr, n'hésitez pas à le partager et à envoyer vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, I2DRI. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.